Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Christophe Perret, un ethnologue chez les chasseurs de virus. Enquête en Guyane française, 2012. Thomas Seguin, La politique postmoderne. Généalogie du contemporain, 2012. Émilie Nkindir, La recherche à l'épreuve des terrains sensibles, approche en sciences sociales, 2012. Michel Liu, La dynamique des organisations, l'émergence des formes démocratiques, 2012. Joseph Aoun, Les identités multiples, 2012. Henri Torg, Le sonore, l'imaginaire et la ville. De la fabrique artistique aux ambiances urbaines, 2012. Marie-Christine Zellem, Monde paysan. Innovation, progrès technique et développement. Témoignage de Pierre Bruegel, 2012. UX et UNGATTI, passer son permis. Sociologie d'une formation déniée, 2012. Gilles Vieille-Marchizet et Anne Tatucolasseau, Sociologie S du sport, 2012. Olivier Servet, L'épistémologie pratique de Pierre Bourdieu, 2012. Rama Bourqui Indir, Territoire, localité et globalité. Faits et effets de la mondialisation, volume 2. 2012. Rama Bourqui Indir, La sociologie et ses frontières. Faits et effets de la mondialisation, volume 1. 2012. Précédents ouvrages de l'auteur. Bureaucratie et changement. Le cas de l'administration des télécommunications, préface de R. Boudon-L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 1987. L'action commune, essai sur les dynamiques organisationnelles, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 1993. Concept d'une sociologie de l'action, introduction raisonnée, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 1994. Histoire de la sociologie, 1997, PUF, Col. Que sais-je? Paris 2004, 3e édition, traduction en arabe, tchèque et turc. L'intelligibilité du social, chemin sociologique, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 1999. Univers public et privé, dynamique de recomposition sous la direction de L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2000. Logique sociale de l'indifférence et de l'envie, contribution à une sociologie des organisations et de l'engagement, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2003. Du secret, contribution à une sociologie de l'autorité et de l'engagement, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2005. De la institución à la organización de la Gendarmería Nacional in Cuadernos de Seguridad, numéro 2-12-2006 et numéro 3-4-2007, INCAP, Buenos Aires. De l'espoir, sociologie d'une catégorie de l'action, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2007. Acerca del secreto, Biblos, Buenos Aires 2007. La lógica social de la indiferencia y de la envidia, contribución a una sociología de la dinámicas organizacional y de la forma del compromiso, Biblos, Buenos Aires 2008. De l'épargne et de la dépense, essai de sociologie de l'organisation et de l'institution, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2008. Del Auro y del Gasto, Sociologia de la Organización y la Institución, Biblos, Buenos Aires 2010. De la dette comme principe de société, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2009. De la trahison, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2010. Qu'est-ce que l'engagement, L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2011. Que est le compromiso, USA Medito, Buenos Aires 2012. Introduction. Nous vivons dans des sociétés dont la complexité résulte autant de l'organisé que de ce qui semble y échapper et que l'on appréhende comme un désordre ou un chaos.
Si l'organisé est producteur de complexité, au même titre que peut l'être le désordre, c'est au regard de la compréhension que nous pouvons et devons en avoir pour exister et vivre au mieux de nos possibilités. La complexité est ici ce qui brouille le chemin, ce qui rend illisible le futur et rend inimaginable l'avenir. Que l'organisé soit un facteur de difficulté résulte bien d'un paradoxe. En effet, l'organisé est un état de choses qui résulte de l'action et in fine de décision, de choix et d'un usage de la raison. Or que l'organisé soit un facteur de complexité et de difficulté, semble bien contraire à ce qui est recherché, à savoir rendre possible des actions, faciliter leur déroulement. Il est donc bien question d'un paradoxe. Mais un tel paradoxe ne peut exister que si nous considérons que l'organisé doit être conforme à des objectifs d'organisation, et être un état univoque. Or il existe bien des distorsions entre l'organisé souhaité par les actions d'organisation, et l'organisé résultant des pratiques sociales et du système social de l'organisation mis en place pour obtenir tel ou tel état d'organisé. L'organisé n'est donc ni constant ni univoque. Il existe par ailleurs des états de l'organisé qui se superposent, voire sont contradictoires. S'il en est ainsi, c'est parce que les états de l'organisé sont porteurs de rationalités dominantes, et que les rationalités sont potentiellement source de modèles d'ordonnancement. L'organisé est ainsi au cœur de processus complexes, ceux touchant à la diversification, ceux touchant à l'uniformisation, ceux procédant de la dynamique des organisations, ceux référant à des rationalités et ceux visant à la normalisation des façons d'être. Mais si l'organisé est au cœur des processus complexes, il est également facteur de complexité en raison même des pratiques de ceux qui contrôlent l'organisé et des raisons qu'ils se donnent pour le faire. Cependant, l'organisé n'est pas seulement l'état du système social d'une organisation. Il est également le résultat de ce qui est visé par le processus d'organisation. Et de ce point de vue, l'organisation est une forme d'action qui se présente, se pense, se vit comme étant de l'organisé. Aussi l'organisation, comme l'est une entreprise, une administration ou une association, est-elle à la fois ce qui rend témoignage des actions relevant de l'organisé et ce qui masque là où les démarches de mise en œuvre de l'organisé, c'est-à-dire de l'action d'organiser. Le terme d'organisation lui-même rend témoignage de l'action fondatrice de l'organisé. Mais ce témoignage rendu, plus rien n'est dit des activités récurrentes de l'action d'organiser. Pourquoi en est-il ainsi ? Pour une série de raisons que l'on peut regrouper en 2 points. Le premier contient les raisons d'ordre structurel, alors que le second comporte les raisons d'ordre conjoncturel. Parmi les raisons d'ordre structurel, il faut compter l'institutionnalisation de l'organisé, la mise en place à partir de l'action d'organisation de relations en actes, la transformation d'une fiction, celle de l'organisé, en réalité sociale. Parmi les raisons d'ordre conjoncturel, il faut compter l'événement, le déroulement imprévu d'une action, les changements d'incertitude. Les pôles de l'organisation et de l'organisé semblent ainsi être les 2 pôles qui effacent l'action d'organiser, tout comme ils gomment la pluralité des états de l'organisé, et les transitions qui peuvent exister entre une pluralité d'états d'organisé. La question à laquelle nous nous confrontons ici est alors la suivante. Que faisons-nous lorsque nous organisons ? Cette interrogation pourrait être tournée en dérision, tant la réponse semble être contenue dans la question. Et pourtant, comme toujours, nous ne savons pas réellement ce que nous faisons ou ce que d'autres font quand ils organisent. S'il en est ainsi, ce n'est pas en raison d'une incapacité fondamentale à mettre en œuvre des moyens en vue d'atteindre des objectifs, mais en raison de la nature même de l'action d'organisation. Organiser n'est pas en effet une action comme une autre. Organiser est une action fondatrice en ce sens qu'elle conditionne les autres actions, et qu'elle contient l'équilibre des rapports de force entre les groupes sociaux en présence dans ou hors des organisations support. Mais par ailleurs, organiser n'est pas une action qui s'éteint une fois qu'elle a été réalisée et que s'est accompli ce qui devait l'être. Elle est certes oubliée, comme peut être oublié, au vu du résultat, ce qu'il a fallu faire pour qu'un mets arrive sur la table d'un restaurant. Mais elle est constamment réactivée, et mise à l'épreuve de la réalisation. Organiser serait ainsi à la fois une action fondatrice et celle qui s'invente au fur et à mesure des problèmes à régler, des changements d'objectifs, des incertitudes nouvelles. Mais parce qu'elle induit des usages,
qu'elle module les possibilités d'engagement, qu'elle change l'organisé, elle n'est pas sans effet sur les rapports sociaux et sur les représentations du juste, de l'acceptable, de la répartition des charges, etc. Organiser est ainsi un levier d'action sur le réel, autant qu'un formidable moyen d'engagement sociopolitique, capable de le transformer pour partie. Mais ce que l'on prétend figé à un moment donné par les actions, ne peut l'être indéfiniment. C'est bien pourquoi organiser est une action sans cesse recommencée. Ce qui ne cesse de surprendre est bien cette répétition de l'acte d'organiser l'ancien, comme le nouveau, ce qui est déjà organisé comme ce qui est à l'être, ce qui est périphérique à une action principale comme ce qui lui est central. Cette répétition de l'action d'organiser ne ressort cependant pas d'une nécessité absolue. Elle est contingente en ce sens que les choix d'organisation autant que les objets sur lesquels elle s'applique, procèdent d'un arbitraire. Mais la répétition de cette action d'organisation interroge sur le ritualisme, au cœur des usages de la raison. Organiser n'est pas toujours la solution à des problèmes. Réorganiser ne l'est pas davantage. Mais c'est bien pourtant par cette action que s'engage le plus souvent un changement, ou que se perpétue une action. Réorganiser sa propre bibliothèque, organiser l'espace privé de sa famille ou rechercher le meilleur mode d'organisation possible dans l'entreprise, relève d'une même démarche, celle d'un usage généralisé de la raison instrumentale. Mais alors qu'organiser devrait être une action entreprise en vue d'atteindre un objectif, elle s'autonomise en se dissociant parfois de l'objectif et en se ritualisant. La fonctionnalité de l'action d'organiser n'est plus alors celle de la seule raison instrumentale articulant des moyens et des fins. Elle est celle de l'imaginaire de l'utile, de ce qu'il faut sacrifier ou perdre, de la performance et du désirable. Cet imaginaire de l'action d'organiser est une des portes permettant d'entrevoir pourquoi, alors même qu'elle n'est pas toujours nécessaire, cette action est une des premières sources de l'action. Organisez-vous est en outre une des injonctions les plus courantes entendues par les élèves, aussi bien que par les étudiants et les salariés. S'organiser est dès lors un impératif pratique dont la traduction négative est celle du défaut d'organisation, considéré souvent comme relevant d'une incapacité personnelle. Il existe bien un imaginaire des vertus de la bonne organisation, tout comme il existe une contrainte à s'organiser pour réussir dans une action ou dans un parcours. Organiser est ainsi une action affectée par une évaluation, ayant pour paramètre principal l'efficacité. Mais organiser est une action qui suppose elle-même l'évaluation d'une situation. L'évaluation ante et ex post serait ainsi au centre de l'action d'organisation soit parce qu'elle en serait sa condition, soit parce qu'elle serait la conséquence des effets induits par cette action. C'est bien une autre fenêtre sur l'action d'organiser qui est ainsi ouverte. Évaluation et gage d'une autre façon de faire, d'être, d'aborder les problèmes sont deux dimensions de l'action d'organiser. Il est par ailleurs un autre aspect de l'action d'organiser. Il réside dans le passage de l'action d'organiser à l'organisation comme forme d'action. Toute action a des effets. Mais certaines d'entre elles ont des effets de stabilisation plus élaborés que d'autres. L'action d'organiser vise autant à changer qu'à stabiliser. Toutefois, un des effets induits majeurs, celui de l'organisation comme forme de l'agir, entraîne une inertie qui rend difficile toute autre action d'organisation. C'est un paradoxe qui ouvre une dernière fenêtre sur ce que l'on fait quand on organise. La stabilité est ici une des raisons le plus souvent minorées de l'agir organisationnel au profit de l'adaptation. Elle est pourtant un enjeu central de toute action d'organisation à effet de formalisation d'un agir commun. C'est bien pourtant au motif du changement ou de la nouveauté que se justifie l'action d'organiser, quand elle n'est pas rendue immédiatement pertinente par l'existence d'un problème. En sus de l'évaluation, ce sont bien alors la pertinence et l'opportunité qui ouvrent des fenêtres sur cet agir organisationnel. Cet ouvrage interroge ce que l'on fait lorsqu'on organise. Le pronom impersonnel est ici employé pour indiquer à la fois la méconnaissance de l'origine des choix d'organisation, la banalité de cette action et l'implication de tous, volontaire ou contrainte. Il cible cette contingence des choix, ce rituel de l'action et cette pertinence de la méthode sous-jacente à l'agir organisationnel fondée tout autant sur un imaginaire social que sur un rapport rationnel au réel. En même temps, ce pronom impersonnel dans la formule interrogative utilisée ici,
oriente vers d'autres sources que celles de la seule raison instrumentale. C'est sur cette base que cet ouvrage est conçu. Le premier niveau d'interrogation est celui de ce qu'on fait, ou de ce qui est fait pour organiser dans différents contextes. Le second est celui des conséquences de l'agir organisationnel. Le passage de l'action d'organiser à celui de l'agir organisationnel est celui de la généralisation de cette action sous la forme d'un modèle pratique, cognitif et symbolique commun. L'emploi de cette expression n'est pas ainsi un simple effet de style. Il vise à rendre compte de cette généralisation de l'action d'organiser et de son extension comme pratique sociale. Chapitre 1. De l'organisation impensée à l'action délibérée d'organiser. L'action organisée donne à penser qu'elle est une action délibérée. Or nous agissons dans des contextes organisationnels qui orientent nos choix, au point de rendre souvent impensée la mise en organisation de projets s'inscrivant dans ces contextes. Cette impensée de la mise en organisation procède de parcours d'apprentissage de méthodes, autant que d'une incorporation de postures et de normes procédant de l'orientation fonctionnelle des contextes. Cet apprentissage et cette incorporation transforment cette impensée en évidence sociale. Agir de telle ou telle façon s'entend autant de l'orientation de l'action que de la méthode utilisée pour ce faire. Mais la méthode constitue cette part d'impensée dont nous héritons, alors que l'orientation de l'action peut être objet de pensée critique. Elle est en effet d'un accès cognitif plus facile que celui des méthodes et elle n'est pas héritée de façon homogène par une même population. Ainsi, une routine peut utilement être appréhendée comme étant une méthode, frustre ou élaborée, qui procède d'apprentissage, de postures incorporées et d'expériences antérieures. Elle est une organisation d'un soi, qui peut être généralisée comme dans le cas d'un collectif de travail, mais qui demeure le plus souvent impensée en tant que méthode. Paradoxalement, lorsque la méthode en vient à être questionnée pour des raisons qui tiennent à un changement d'objectif, à des transformations techniques, à des perturbations de contexte, elle n'entraîne pas ipso facto le questionnement de l'orientation de l'action, alors même que cette orientation, tout au moins celle en valeur, est accessible à la critique. A contrario, le questionnement de l'orientation de l'action se double le plus souvent d'une mise en question de la ou des méthodes qui y sont associées. C'est bien pourquoi les routines sont des révélateurs de l'organisé. Le passage d'un mode d'organisation à un autre procède, soit d'une insatisfaction dont on a conscience, soit d'un changement identifiable rendant nécessaire l'adoption d'un mode d'organisation différent du précédent. Le choix délibéré d'un mode d'organisation présente quant à lui un éventail d'orientations hétérogènes. Mais quelles que soient ces orientations, le choix d'une organisation révèle des préférences et se traduit par des règles et une méthode. 1a. En quoi l'organisation impensée nous permet d'interroger l'action d'organiser ? Nous ne cessons de nous organiser en incorporant des pratiques organisationnelles extérieures, et en nous adaptant à des modes d'organisation qui demeurent impensés bien que nous en subissions les effets. La famille et l'école sont des instances de socialisation primaire où se réalise cette incorporation de pratiques organisationnelles. Celle-ci passe d'abord par les temporalités de ces instances, et par la découverte de leur hiérarchisation. Les temporalités de l'école s'imposent aux familles, tout comme celles des familles s'imposent aux enfants. Les modes d'organisation de la famille restent le plus souvent impensés, tout au moins jusqu'à la découverte d'autres façons d'organiser le quotidien. L'école est source d'opportunités de ces découvertes de modes différents d'organisation de la vie de famille. Mais le plus souvent, ce n'est pas sur le registre de l'organisation que se lisent les différences, mais bien plutôt sur celui du bien-être supposé, de la liberté ressentie, de l'accès à des biens de consommation, de l'espace et du style de vie. L'organisation du quotidien de la famille n'est accessible qu'à travers ses effets de confort de vie, de lustre, de qualité de relation aux parents et aux autres membres de la famille. Les modalités d'organisation de la famille demeurent quant à elles, très longtemps impensées. Celles de l'école sont davantage accessibles du fait de la pluralité des catégories d'acteurs. L'organisation est un des enjeux des rapports d'influence entre ces catégories d'acteurs. Mais une des dimensions de l'organisation, celle des temporalités, articulée à celle de la discipline corporelle, demeure néanmoins en partie impensée. Se soumettre à un emploi du temps dicté par l'école
fait partie des apprentissages disciplinaires et des contraintes pour les familles. L'emploi du temps succède aux interdictions faites aux enfants dans le but d'organiser le quotidien. Ils sont des boîtes noires qui ne laissent que très difficilement et toujours de façon parcellaire entrevoir l'organisation. Pour autant, l'organisation des autres ne s'impose pas sans difficulté. Elle n'est incorporée qu'à la suite d'un ensemble de situations qui sont autant de mises à l'épreuve où se mêlent la soumission, parfois jusqu'à la souffrance, et la découverte aléatoire d'une façon de s'organiser. Que ce soit à l'école ou dans la famille, l'incorporation de l'organisation est davantage encore que la seule discipline du corps, une épreuve cognitive et symbolique dans la mesure où celle-là est objet d'évaluation. L'incompréhension, voire les quolibets, que suscite parfois l'adoption d'un mode d'organisation hors norme est à la mesure de l'enjeu social de l'organisation. Au quotidien, le rangement, qui est une des dimensions de l'organisation, est ainsi l'objet de tensions dans les familles lorsqu'un des membres est perçu comme un facteur de désordre. L'auto-organisation est la résultante de ce processus d'appropriation et d'externalisation des temporalités instituées et des problèmes du quotidien. Elle n'est cependant jamais qu'une façon singulière de s'organiser ou d'organiser, à partir de la prise de conscience de l'organisation des autres. Mais cette singularité interroge le rapport entre l'organisation impensée et l'organisation décidée ou simplement adoptée. Elle interroge également l'autonomie organisationnelle, au sens où l'auto-organisation semble qualifier un mode d'organisation en propre. Les marchés et la technique furent ainsi des objets considérés comme auto-organisés, alors même qu'ils sont sans conscience de leur environnement organisationnel. Le terme de conscience est bien ici utilisé en raison même de son inadéquation à l'objet. Ce ne serait donc pas la conscience d'un environnement qui serait ici discriminant, à moins de ne concevoir la conscience que sur le mode d'une capacité générale à s'adapter, ou sur celui de l'action dont on répond, au sens de Martin Heidegger. Ce serait dès lors davantage sur le registre de la rationalité que sur celui de la conscience, qu'il faudrait envisager l'auto-organisation, étant entendu que les objets en question, à savoir le marché et la technique, sont fondamentalement des produits de la raison. Penser ainsi le marché et la technique sur le mode des objets auto-organisés nécessiterait de les intégrer dans un plan d'action ressortissant de la rationalité, soit sous la forme d'une main invisible, soit sous celle d'un cadre général d'action. Et c'est cette référence à la rationalité qui relierait l'auto-organisation, ou organisation impensée, à celle qui procède d'une délibération. Mais cette rationalité serait extérieure aux objets en question tout en les qualifiant en propre comme organisation, alors même qu'elle serait intériorisée dans le cas des actions d'organisation délibérées. Le marché serait en ce sens, pour les théoriciens de l'économie classique, une forme d'action instituée sur une base de fonctionnement d'agents, incluant des rétroactions négatives qui agiraient comme des correctifs de la rationalité quand les situations d'échange s'écarteraient de l'équilibre des dits échanges, équilibre conçu comme étant également un état de rationalité socio-économique. Il en est de même en ce qui concerne la technique. Elle peut être considérée sur le mode d'une rationalité extérieure, dont l'autonomie serait dans son cas préjudiciable à celle de l'homme. Ainsi Hans Jonas considère que l'agir technologique a sa propre dynamique qui est à la fois contraignante et inerte. Les développements techniques auraient ainsi tendance à déborder le vouloir et la planification de ceux qui agissent. Cette thématique de l'extériorité de la rationalité de la technique, de son autonomie, trouve sa justification dans les effets qu'elle produit davantage que dans ceux qui la fondent. Or, si les effets sont bien ceux d'un fonctionnement autonome, une fois que l'objet technique a été mis en place, leur origine ou leur conception n'est en rien autonome. Il suffit pour s'en convaincre de faire référence aux logiciels qui imposent leur mode de fonctionnement à tous les utilisateurs de matériel informatique, comme s'il n'était pas possible d'user autrement de ces chemins tracés par ces logiciels. Ces logiciels ont été élaborés par des informaticiens inscrits dans des organismes spécialisés. Ils sont des objets s'inscrivant dans le registre du faire ou de la fabrication. L'extériorité de la rationalité des objets, comme ici la technique et le marché, est à la fois conséquence et cause. L'extériorité de la rationalité de ces objets
est une dimension qui permet de resituer le passage de l'auto-organisation à l'organisation délibérée sur le registre de l'action et du faire. L'intentionnalité peut fort bien être présente dans l'action comme dans la fabrication, selon les catégories d'Hannah Arendt, tout en étant annulée au cours du développement de l'action. L'auto-organisation et l'organisation délibérée ont en commun cette tension entre extériorité et intériorité de la rationalité, entre faire et action. Mais toutes les actions d'organisation ne parviennent pas à rendre extérieure leur rationalité, c'est-à-dire à leur donner une transcendance comme le font les marchés et les institutions politiques. Les organisations, comme forme dominante de l'action, y arrivent parfois. Mais ce sont les institutions qui ont le plus nettement cette capacité d'extériorité. Il suffit ici de mobiliser le cas français de la référence au service public pour s'en convaincre. Le service public est la façon dont les bureaucraties externalisent leur rationalité au point de la rendre consubstantielle d'un choix politique de société, tout en se dédouanant des modes d'organisation qu'elles adoptent pour rendre ce service. L'action délibérée d'organiser, quand elle ne prend pas forme dans des organisations agissant comme support d'opérationnalité autant que comme orientation stratégique, procède davantage de la rationalité d'intériorité, celle qui n'est pas dans la nécessité d'argumenter, de débattre, de faire coïncider avec une hiérarchie de transcendance. Les choix du quotidien n'ont pas ou peu besoin d'être explicités et d'être traduits en raisonnement. Pour autant, ils ne sont pas dénués de rationalité, celle de l'adaptation aux contraintes à tout le moins. 1b. Adaptation à de l'organisé préalable. Organiser s'entend d'abord de l'adaptation à de l'organisé préexistant, qu'il soit imposé directement, ou qu'il s'impose à travers des filtres cognitifs, instrumentaux et culturels. Il existerait ainsi un ensemble de situations normales, auxquelles il faudrait s'adapter. De telles situations ne doivent leur adjectif qu'à leur prévisibilité et à l'existence de règles du droit. Ce ne sont pourtant pas ces mêmes règles qui qualifieraient ces situations. Mais elles en seraient, à suivre Carl Schmitt, leurs conditions mêmes. Dans un texte dont l'objet n'est pas directement le nôtre, l'auteur associe la souveraineté à la situation exceptionnelle. Or, la situation exceptionnelle n'est ainsi qualifiée qu'à la mesure des situations normales. Et compte tenu de l'objet étudié par l'auteur, il s'agit de situations où des propositions de droit peuvent entrer en vigueur. Et l'auteur de poursuivre alors en écrivant que toute norme générale exige une organisation normale des conditions de vie, où elle pourra s'appliquer conformément aux réalités existantes et qu'elle soumet à sa réglementation normative. Cette conception des situations normales nous intéresse ici, car elle fait de l'organisation normale des conditions de vie une condition du politique et ce faisant une condition de toute vie sociale. Or cette organisation normale est celle régie par le droit et in fine par les institutions. Elle compose cet organisé auquel nous devons nous adapter, c'est-à-dire à partir duquel nous devons et pouvons nous organiser. Mais le droit seul ne crée pas les situations normales. Encore faut-il que des normes sociales préexistent et aient créé un ordre. Cette normalité de fait, écrit Carl Schmitt, n'est pas un simple préalable externe, que le juriste puisse ignorer. Elle appartient bien au contraire à sa validité immanente. Et l'auteur poursuit sa pensée en précisant qu'il n'existe pas de norme qu'on puisse appliquer à un chaos. Il faut que l'ordre soit établi pour que l'ordre juridique ait un sens. Mais cet ordre auquel se réfère l'auteur n'oblige pas le souverain, car contrairement à toute attente, c'est bien ce dernier qui le garantit en garantissant l'ensemble de la situation dans sa totalité, allant jusqu'à s'affranchir de cet ordre et in fine du droit, au motif d'une décision qualifiant une situation d'exceptionnelle. L'ordre social ne contraint le souverain qu'à la hauteur de la décision d'exceptionnalité. Cette incursion dans le politique, et dans le fondement de la souveraineté, nous permet par extension de comprendre que l'action d'organiser, qu'elle soit celle qui consiste à organiser la vie sociale, à organiser le travail des autres ou à s'auto-organiser, ne peut se faire que dans un cadre de normalité, c'est-à-dire d'un organisé préalable, institué, qui impose des normes sociales et des règles de droit congruentes ou pas, jusqu'à la limite absolue de l'exception, dont le politique en détient la décision selon l'auteur. Dans cette perspective, l'action d'organiser réfère autant à une mise en capacité d'apprendre qu'à l'éducation par le législateur,
dans le contexte de la souveraineté. En élargissant les propos de l'auteur, on peut considérer que l'adaptation à de l'organisé préalable participe pleinement de l'action d'organiser et s'entend de l'incorporation, parfois conflictuelle, des règles instituées. Pour quelles raisons cette incorporation des règles instituées d'organisation est-elle parfois conflictuelle? Parce que les règles peuvent heurter des normes, parce que les normes peuvent être parfois exclusives, parce qu'enfin l'auto-organisation n'est pas uniforme et que tout essai de son contrôle peut entrer en conflit avec des logiques d'action identitaires et ou avec des processus psychologiques. Ainsi, la discipline à l'école est ce dispositif d'incitation et d'interdit qui borne les chemins possibles d'accès au savoir et qui prétend substituer une méthode, incluant un contrôle des corps, à des façons disparates d'enregistrer et d'accumuler des connaissances hétérogènes. Lire en marchant, réciter à haute voix un texte pour l'apprendre, écrire de la main gauche, avoir un cahier de notes non réglementaire, ont été et sont encore pour bon nombre de ces exemples, des modes d'organisation de soi contrariés par l'école. En prétendant agir sur les modes d'organisation au motif d'une uniformisation des règles rendues nécessaires par le nombre d'élèves, l'école impose une méthode de nature disciplinaire, c'est-à-dire visant une culture commune. Il en est de même lorsque des impétrants sont accueillis dans une structure d'activité professionnelle. Se conformer à l'ordre existant, c'est adopter des façons d'être et de penser qui sont communes au groupe de travail constitué. Mais au-delà de cette conformité recherchée par les membres de tel ou tel groupe, c'est bien à une adaptation à un organisé préalable dont il est question. Celui-ci passe par l'utilisation de logiciels et par la mise en application de procédures. Ces logiciels et procédures imposent une démarche d'organisation à laquelle il faut se soumettre pour les utiliser. Ils s'imposent comme une grammaire s'impose à un usage intelligible des mots dans une langue. Ils ont été le creuset de l'élaboration d'un savoir pratique et d'une culture partagée transnationale, d'utilisation de machines. Quel que soit l'âge, le niveau de connaissance scolaire, le métier, le lieu d'habitation, il existe dorénavant un savoir pratique commun qui était jusqu'alors impensable. Cet organisé préalable s'impose comme méthode autant que comme connaissance indispensable ou comme culture. Son extension et sa généralisation à des domaines d'action jusqu'alors vierges excluent de facto ceux qui ne le maîtrisent pas, encore que ce terme soit inadéquat dans le cas présent. L'incorporation des règles est bien ici cette adaptation du corps à la logique de la machine, versus logique des informaticiens et des gestionnaires de données. On pourrait, en prolongeant cette lecture interprétative, considérer que la concurrence représente pour les économistes libéraux cette donnée préalable, qui s'avère être également une méthode d'accès à des informations pertinentes que constituent les prix des produits, des matériaux, des modes de production et in fine des transactions. Il faudrait alors faire référence à Friedrich Hayek. Pourtant cet auteur ne considère pas cette donnée comme un organisé préalable car il faudrait admettre les vertus des règles alors qu'il n'admet que la concordance des anticipations, réalisées moyennant l'échec de certaines d'entre elles. Il serait par là même hasardeux d'englober dans notre lecture ces libéraux orthodoxes, alors même que le marché présuppose une organisation préalable sans laquelle les transactions ne pourraient être menées à terme, voire même imaginées. Il y a là une profonde différence d'interprétation entre ce donné préalable, tel que le conçoit F. A. Hayek, et cet organisé préalable, tel que le conçoit Carl Schmitt. Selon qu'il est conçu comme donné, ou comme organisé, le préalable à toute action d'organiser glisse, non pas du désordre à l'ordre, puisque F. A. Hayek qualifie la concurrence et a fortiori le marché de catalaxie, mais de l'ordre involontaire à l'ordre institué. Cette différence fondamentale s'étend à la conception même de l'ajustement stratégique au marché, à travers les prix, et paradoxalement dans la perspective de F. A. Hayek, à l'organisation de soi. 1c. Pourquoi et comment en vient-on à une délibération visant à s'organiser et ou à organiser l'action des autres? L'organisation de soi n'est pas fondamentalement différente de l'organisation de l'action des autres. Elle procède des mêmes facteurs. L'existence de projets individuels ou collectifs, celle de lectures contradictoires et conflictuelles de situations,
de nouveautés techniques avec modes opératoires, ou encore de la prise de conscience, à partir de résultats ou d'indicateurs, d'une défaillance ou d'une insuffisance dans des façons de travailler ou d'agir, sont quelques-uns de ces facteurs. L'emploi du terme de délibération n'est pas ici anodin. Il vise à signaler qu'une réflexion, qu'une mise à distance de façon de faire, qu'une confrontation à d'autres points de vue ou encore qu'une résignation, après une période de résistance éventuelle, caractérise ce passage à l'action de s'organiser ou d'organiser celle des autres. Nous aurons à revenir sur ce moment en abordant l'ordre des préférences, les règles et les méthodes. Pour le moment, essayons d'analyser les quelques facteurs que nous avons précédemment énoncés. Le projet contient à la fois une projection dans le futur et une démarche de réalisation potentielle. La projection s'efface devant la démarche de réalisation, au fur et à mesure des difficultés de sa mise en œuvre. L'objectif final, le projet en tant que tel, devient secondaire par rapport à la réalisation qui contient plusieurs projets secondaires qui sont qualifiés a posteriori d'étapes. La difficulté est bien alors contenue dans le projet lui-même, dans la perte de vue épisodique de l'objectif final. C'est bien néanmoins le projet qui porte la nécessité de l'action d'organiser. Le projet est ainsi une démarche qui déborde le but, en ce qu'il contient une mise en œuvre d'actions qui peuvent être inimaginables ou simplement putatives dans le cas d'un but. Le but initial poursuivi par un projet peut ainsi se transformer au fur et à mesure des actions engagées. Celles-ci ne se déduisent pas toujours du but initial, comme tentent à le faire croire quelques écoles de management. Elles s'inventent parfois au vu des problèmes, même si le projet est structuré initialement en stades. Un projet industriel, comme celui du lancement d'un produit, est certes plus formalisé que celui qui consiste pour un individu à se mettre en position de réussir un concours. Mais les deux projets participent de la même logique, celle de faire advenir une situation jugée préférable à d'autres, ou une situation indispensable à la viabilité de l'entreprise collective. Faire advenir semble indiquer un ordre d'action existant en puissance. Or le futur est par nature inexistant, bien qu'il puisse être contenu dans le présent ou le passé. Ce n'est qu'a posteriori que le lien peut néanmoins être reconstruit ou imaginé. Aussi la réussite d'un projet donne-t-elle lieu à une validation d'une démarche d'organisation, dont le lien avec l'aboutissement du projet n'est pas toujours facile à établir. C'est bien cependant le projet qui active une démarche d'organisation. Le second facteur du passage à une délibération d'actes d'organisation est celui des lectures contradictoires de situations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.